Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année 2020. Tout d'abord, commençons par l'actualité du magazine Programmé. Le numéro 236 est disponible depuis le 3 janvier dernier. Comme d'habitude, kiosque, abonnement, version papier et PDF. Ce numéro, il est un petit peu spécial parce qu'on l'a co-codé, co-buildé avec la communauté des Duchesses France. Les Duchesses France, c'est une grande communauté de développeuses. Et nous avons décidé de faire un numéro avec les duchesses et mettre en avant les contributrices, les développeuses. Et dans ce numéro, vous allez retrouver énormément d'articles, aussi bien de code, de veille techno, comme chaque mois, ainsi que des articles sur les reconversions pro. Et nous abordons aussi les problématiques d'architecture. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce début d'année? M'a peu de surprise en fait, hein. Donc peut-être vous avez vu ici ou là que le long, très très long procès opposant Oracle et Google autour de lignes de code et d'API Java n'est toujours pas fini. Et il y a quelques jours, un des responsables de Google a mis en avant le fait que ce serait pas mal que le tribunal ne condamne pas Google et donc ne donne pas la victoire à Oracle sur cette question de code. Si le code est licite ou illicite, hein, donc feuilleton qui nous tient en haleine depuis de nombreuses années et qui n'est pas prêt de s'arrêter visiblement. Alors, autre donnée que l'on peut aussi mettre en avant, c'est l'arrivée dans le monde .NET, hein, dans le monde Windows et les développeurs .NET. Dans quelques mois, dans une dizaine de mois, 11 mois environ, si tout va bien, de .NET 5 qui doit être là pour unifier un petit peu le modèle de développement .NET Windows, parce que effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu le bordel, on va dire, hein, pour parler crûment. On a .NET Framework, on a le .NET Standard, on a le .NET Core, on a toutes les technologies autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le développeur, il a un petit peu de mal à s'y retrouver. Et .NET 5 est censé un petit peu unifier cette problématique. Maintenant, à voir comment Microsoft va pouvoir gérer cette migration, en tout cas cette unification, et jusqu'où l'unification du modèle de développement et d'exécution .NET va se faire. Comment .NET Core, comment .NET Standard vont vivre? Est-ce que les projets vont rester vivants indépendamment du projet .NET 5, ou est-ce que .NET 5 va refondre tout ça dans un seul et même endroit? Il faudra voir parce que les avis sont plutôt contradictoires. .NET 5 va rester effectivement une des briques essentielles du modèle de développement, apporter une sorte d'abstraction au niveau API, au niveau des classes, sur toutes les plateformes. Maintenant, à voir comment tout ça va se faire, comment la migration va se faire. Donc là, je pense qu'on en saura plus hein, dans les prochains mois, le temps que tout cela m'arrive à maturation. Comme vous avez aussi pu le lire sur programmer.com, hein, donc côté Apple, on a aussi des petits soucis au niveau du projet Catalyst. Hein. Donc Catalyst, hein, c'est le fait de porter très rapidement des apps, du code provenant d'iOS et notamment de projets iPad sur macOS. Alors, l'idée au départ, effectivement, est très intéressante, hein, ça, c'est pas un souci. Une des idées derrière, c'était un petit peu d'unifier là aussi le modèle de développement et de fluidifier le développement entre la partie macOS et la partie iOS iPad, sauf que il y a quand même un point focal qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les deux environnements, les deux systèmes sont fondamentalement opposés.
dans le sens où la notion d'expérience utilisateur d'un iPad n'est pas du tout celle que l'on peut avoir sur le Mac tournant sous un macOS 10, enfin un macOS, pardon. Euh, donc comment concilier tout ça? Parce qu'une interface d'une application mobile pour iPad ou pour iPhone, c'est avant tout une interface tactile avec des interactions tactiles et donc toute une autre notion de l'interface et comment on navigue dans cette interface. Alors que sur macOS, fondamentalement, ce n'est pas tactile. Le Mac n'est pas tactile. Alors, est-ce qu'on est pour ou contre? Là n'est pas le débat, mais d'un point de vue développeur, d'un point de vue du designer, une application macOS n'est pas tactile. Donc on est dans une GUI absolument classique, n'est-ce pas? Donc c'est du clavier et c'est de la souris. Et effectivement, un des problèmes que l'on va avoir quand on va passer à la moulinette de Catalyst, c'est comment on adapte une interface non tactile à une interface tactile, et l'inverse est vrai, comment on passe d'une interface tactile à une interface non tactile. Et c'est vrai que là, par contre, pour le développeur et le designer, c'est vraiment un débat, parce qu'il faut repenser l'ensemble de l'interface quand même. Donc ça, ce sera à voir comment, dans les mois à venir, Apple va réussir ou pas à proposer quelque chose d'intéressant. Alors, une des annonces aussi que l'on a vues très récemment autour du CES 2020, donc la grand-messe des technologies et des startups aux États-Unis, on a vu que la fondation Arduino, hein, donc les fameuses cartes Arduino, vont commencer à proposer des cartes pro avec une orientation effectivement plus pro. Donc ça va s'appeler effectivement Arduino Pro. Le but d'Arduino, c'est vraiment d'aller dans les plateformes plus industrielles, dans les IoT, alors qu'aujourd'hui, effectivement, l'offre Arduino est quand même assez limitée, même si on a la famille MKR qui se veut plus professionnelle, plus pro au niveau usage. Mais nous sommes encore loin d'un niveau que peut offrir des cartes comme les Raspberry Pi ou les ESP, qui sont vraiment taillées pour de l'industriel et les grandes séries, ce qui n'est pas vraiment le cas côté Arduino. À voir comment Arduino va prendre ce virage-là, comment ils vont réussir effectivement à proposer des cartes entre guillemets plus professionnelles, plus robustes. Donc ça va être un des enjeux de la Fondation 2020 sans doute. Donc cette gamme Pro, c'est la gamme Portenta qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Une première carte va bientôt arriver, donc ce sera la Portenta H7 qui devrait arriver fin de l'hiver sans doute. Donc basé avec un processeur ARM Cortex M7 avec un certain nombre de capteurs intégrés, un système embarqué aussi intégré, du MicroPython et du JavaScript via un interpréteur, et on aura aussi la possibilité d'y faire tourner un TensorFlow Lite. Donc ça peut être pardon, ça peut être effectivement assez intéressant dans des usages un petit peu plus intensifs ou de machine learning. À voir maintenant comment ça va se passer dans la vraie vie, la stabilité de la carte, et si le marché va prendre, parce qu'aujourd'hui la fondation Arduino annonce un prix aux alentours de 90 €, 90 $, ce qui est cher pour une carte Arduino. Donc à voir comment ça va se passer et si c'est vraiment une alternative intéressante pour les développeurs, pour les industriels et pour les fabricants.
d'objets connectés.